Je vous ai dit déjà que pour tous les types de roches, on allait suivre la même démarche. D'abord, les minéraux et les grains qui les constituent. Dans le cas des roches magmatiques, on a vu que ces minéraux ne sont pas très nombreux, suite au fait que les constituants chimiques dans un magma sont peu variés. Et dans les roches magmatiques, les minéraux sont liés par les suites réactionnelles et les familles de minéraux, c'est-à-dire la famille de la silice, les feldspaths et les ferromagnésiens, sont liés également par des suites continues ou discontinues. Une fois qu'on connaît les minéraux et les grains d'un type de roche, on va utiliser ces minéraux ou ces grains pour proposer une classification qui permet de donner un nom à la roche. Et on a vu que la dernière partie, c'est la genèse de ce type de roche. L'essentiel des minéraux des roches magmatiques appartiennent à la famille des silicates, on l'a vu. Ces minéraux peuvent être répartis en deux grands groupes. Les minéraux dits felsiques, ils contiennent du feldspath et de la silice. Ils sont donc riches en SiO2 et leur caractéristique, c'est qu'ils ont une couleur claire. Les minéraux mafiques, au contraire, riches en magnésium et fer, sont de couleur sombre. On a vu les principaux minéraux felsiques, en fait c'est la famille de la silice, donc le quartz, les feldspaths, les feldspathoïdes et certains micas comme la muscovite, alors que les principaux minéraux mafiques sont les olivines, les pyroxanes, les amphiboles et la biotite, autrement dit les minéraux ferromagnésiens. C'est intéressant parce que ça veut dire que la couleur claire ou foncée de la roche, magmatique bien sûr, est reliée à sa teneur en SiO2. On peut donc distinguer différentes catégories de roches magmatiques sur base du contenu en silice et de la couleur. On va parler de roches ultramafiques quand on a moins de 45% de SiO2, de roches mafiques entre 45 à 52% de SiO2, de roches intermédiaires pour une composition de 52 à 66% de SiO2, et on parle de roches felsiques pour des roches qui ont plus de 66% de SiO2. Voilà à quoi ça ressemble sur le terrain. Ici, ce sont des échantillons polis, évidemment. Une roche felsique a cet aspect clair, contient en tout cas des minéraux clairs, et la roche mafique a cet aspect sombre. Une autre propriété facilement observable des roches magmatiques, c'est quelque chose qui est observable à l'œil, à la loupe de terrain ou au microscope, c'est leur texture. Qu'est-ce que la texture? C'est l'arrangement des minéraux les uns par rapport aux autres. Donc, on va observer la forme des cristaux, leur taille relative et le caractère homogène ou non de. Voilà des exemples. On va parler de roches phanéritiques. Un mot plus simple est grenu. Pour des roches où on peut observer les cristaux, c'est le cas du granit, en haut à gauche. De roches aphanitiques pour des roches où on ne peut pas observer les cristaux. Et certaines laves sont totalement vitreuses, donc on ne voit absolument aucun cristaux, et leur cassure ressemble à celle du verre, c'est le cas de l'obsidienne, on revient à notre fameux verre dragon. Autre caractéristique de la texture de ces roches, c'est le fait que certains cristaux sont plus grands que d'autres, ou nagent dans une pâte faite de tout petits cristaux. On va parler de roches porphyriques, et on peut aussi se baser sur le fait que les cristaux développent leur face propre. Dans ce cas, ils sont automorphes, ou non, dans ce cas-là, ils sont xénomorphes. Classification des roches plutoniques.
Très logiquement, cette classification est basée sur les proportions de leurs minéraux principaux. Et très logiquement, c'est basé aussi sur la proportion des minéraux felsiques et mafiques. Si on a plus de 90% de minéraux mafiques, on va utiliser, pour donner un nom à la roche, les proportions relatives de l'olivine et du pyroxène. Si la proportion de minéraux felsiques est plus grande que 10%, on va employer une autre classification qu'on appelle le losange QAPF, Q pour quartz, A pour feldspath alcalin, P pour plagioclase et F pour feldspathoïde. Première classification, celle des roches ultramafiques. Elle est basée en fait sur la proportion entre l'olivine en haut et les pyroxènes en bas. Alors vous voyez qu'on distingue deux groupes de pyroxènes, on ne va pas rentrer dans le détail, et je vous demande seulement de savoir qu'une roche qui est très riche en olivine s'appellera une dunite, une roche qui est très riche en pyroxène s'appelle évidemment une pyroxénite, et entre les deux, quand vous avez un mélange d'olivine et de pyroxène, on va parler de péridotite. Voilà le fameux schéma quartz, feldspath alcalin, plagioclase, feldspathoïde. Donc ici aussi, je le simplifie. Pour une roche qui est relativement riche en quartz, je parle toujours de roche magmatique bien sûr, et précisément de roche plutonique. C'est un granit. Une roche plutonique riche en feldspath alcalin, c'est une syénite. Une roche plutonique riche en feldspathoïde, c'est une phoyaïte. Et une roche plutonique riche en plagioclase, ce sera un gabbro si les minéraux accessoires sont plutôt des pyroxènes, et une diorite si les minéraux accessoires sont plutôt des amphiboles. Alors, on a une classification de terrain qui est nettement moins compliquée que ces deux classifications précédentes. C'est une classification où vous avez en ordonnée le pourcentage des minéraux et vous avez en abscisse les différents types de roches. Alors, je vais simplifier aussi. Et vous voyez qu'on retrouve bien notre phoyaïte avec des feldspaths alcalins et un petit peu de phoïde ou feldspathoïde. La syénite avec rien que des feldspaths alcalins et un peu de quartz. Le granit où on trouve à la fois des feldspaths alcalins, du quartz et des plagioclases, plus des minéraux ferromagnésiens. La diorite qui est riche en plagioclase et en fibole. Et le gabbro qui est plutôt riche en plagioclase et pyroxène. Et puis on retrouve nos roches ultramafiques, péridotite et dunite. En ce qui concerne les roches volcaniques maintenant, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on voit beaucoup moins facilement les minéraux. Mais certains minéraux, en la main cette fois-ci, au microscope, sont néanmoins reconnaissables et ça permet une classification basée sur les proportions relatives des différents petits minéraux dans un losange QAPF qui est semblable à celui des roches plutoniques. Voyons ça. Donc vous voyez qu'on a aussi le pôle quartz, feldspath alcalin, plagioclase, feldspathoïde, mais avec des noms différents bien sûr, puisque ce sont des laves et non pas des roches plutoniques. Simplifions-le également. Vous voyez qu'à la place du granit, donc l'équivalent lave d'un granit, c'est une rhyolite. Souvent ce seront des obsidiennes d'ailleurs. L'équivalent d'une roche plutonique à feldspath alcalin, ce sera un trachyte. On retrouve le basalte et l'andésite qui sont les laves équivalentes au gabbro et à la diorite, et la phoïdite qui est une lave qui contient des feldspathoïdes.
Dans le cas des roches subeffusives ou hypabyssales, on peut les nommer, d'après la classification, soit des roches plutoniques, si elles sont plus proches d'une roche plutonique, soit des laves. Alors, quand on emploie la classification des roches plutoniques, on ajoute un préfixe qui indique leur granulométrie fine. Exemple, on peut parler de microgabbro, si on a une roche subeffusive qui contient le même genre de cristaux qu'un gabbro, de microdiorite si c'est le même genre de cristaux, c'est-à-dire des amphiboles, comme une diorite. Toutes ces roches subeffusives ou hypabyssales en filon peuvent être aussi appelées par un terme général, c'est le terme dolérite. Voilà, donc je vais vous montrer quelques exemples de roches magmatiques. Voici la première. Elle est très intéressante, très belle aussi, parce que dans cet échantillon, vous avez à la fois une roche plutonique, on voit les cristaux, et un filon, un dike si vous voulez, de roche volcanique, probablement un basalte. Autre exemple de roche plutonique, c'est un granit. Alors j'ai choisi celui-ci parce qu'on voit bien les cristaux. Vous avez des grands cristaux de feldspath et des petits cristaux de mica noir et de quartz, qui est grisâtre. Granit. Les granites sont donc, on l'a vu, des roches felsiques. Ici, vous avez un exemple de roche mafique. C'est un gabbro, où on va observer des feldspaths qui sont en gris et des pyroxènes qui sont plus sombres. Toujours une roche plutonique. On a parlé de felsique, on a parlé de mafique. Ici, on est carrément dans de l'ultramafique. C'est une bombe volcanique qui a arraché, qui a ramené à la surface un morceau du manteau terrestre qui est constitué essentiellement d'olivine en verre et de pyroxène. C'est donc une péridotite. Alors je vous expliquerai dans quelques minutes que les péridotites peuvent être altérées et donner naissance à une roche constituée de phyllosilicates, c'est très doux, qu'on appelle une serpentine. On passe aux roches volcaniques maintenant. Bon, ben là, c'est bien sûr le célèbre ver dragon ou obsidienne. Donc ça, c'est une lave qui a refroidi très rapidement, qui s'est carrément figée sous forme de verre. Dans certaines roches volcaniques, comme ici, c'est une jolie tranche d'une lave, on a des cristaux qui sont visibles au sein de la pâte qui, elle, s'est figée. Ces cristaux sont présents parce qu'ils ont déjà cristallisé alors que le mélange était dans la chambre magmatique. Donc ils ont été amenés à l'air libre lors de l'éruption. Un exemple de bombe volcanique avec cet aspect bulleux, c'est la pierre ponce, c'est dû à la présence de bulles de gaz volcaniques. Et enfin, le dernier échantillon, c'est la surface d'une coulée de lave avec cet aspect de lave cordée. Si vous regardez de l'autre côté, vous allez retrouver cet aspect de pierre ponce avec les bulles de gaz.